fameux projet des 145 territoires. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est un projet politiquement irréaliste, scientifiquement et techniquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci, le projet de 145 territoires est politiquement irréaliste, techniquement et scientifiquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, tenez. Le projet de 145 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Si je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis, nous sommes prêts à engager un débat contradictoire avec n'importe qui sur chaque projet que nous avons critiqué. C'est scientifique et technique. Même aujourd'hui, je suis prêt. Alors, pourquoi c'est illégal? Je vous ai dit qu'il y a eu... D'abord, c'est quoi les projets des 145 territoires? Le projet des 145 territoires, c'est un projet évalué à 1,660 milliard de dollars. Sur les 1,660 milliard de dollars, normalement, échelonné avec 3 exercices. Premier exercice, c'est en 2021, 300 millions de dollars. 2022 aujourd'hui, 700 millions de dollars. Il est 660 millions de dollars l'année 2023. 3 exercices. C'est quoi les programmes de 145 territoires? C'est des projets pour les routes, des desserts agricoles uniquement, pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, la construction des équipements dans l'administration territoriale, telle que le bureau des administrations du territoire, et je m'en passe. L'enveloppe globale, 1,3 milliard. Alors, parce qu'il est question des projets, qui seront les agents d'exécution de ces projets-là? C'est la première anomalie. Ils vont recruter l'État congolais. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, qui est l'agent des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. BCECO. Je vais vous dire BCECO, c'est quoi? C'est le bureau de coordination. Le BCECO a été créé en 2002, une structure provisoire, parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69
Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fait la passation du marché qui est le contrôle. Dès lors qu'on a voté la nouvelle loi sur la passation du marché qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, les BCECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire qui n'a plus de garantie juridique. Il se pose pour la validité des actes que BCECO va poser. Alors, il faut parler des agences du ministère des Finances. Il y a ce qu'on appelle la code CEFEF. CEFEF. Des agences en fait du ministère des Finances. Donc, le PNUD et les deux agents du ministère des Finances, donc le SECO, ne sont pas qualifiés, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet de 145 territoires doit être arrêté parce qu'il est illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie ou deuxième irrégularité. Le projet, le programme de 147 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément par la République, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition de 1 660 000 000, 1 660 000 000, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que non, c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars dans chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas le même espace en termes d'étendue. Vous prenez un territoire tel que Kassenga. Le territoire de Kassenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire est plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas la même carence des infrastructures. Vous allez comparer par exemple les territoires qui sont dans la province de Maniema et les territoires qui sont dans la province du Sankourou, la province de Basuélé, les niveaux de dégradation des infrastructures. Donc, la répartition des 10 millions de dollars équitablement chaque territoire va renforcer l'injustice sociale. Donc, c'est mauvais. Quand je prends la manière dont on a fait, on n'a pas respecté donc les étapes du programme de développement d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables que j'ai demandé si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent, eh bien, c'est ce qu'on doit dire. Les 6 étapes qu'on procède pour les projets de développement dans des territoires n'ont pas été respectées techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est là les drames aussi tragiques de la tragédie. Les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir
2 millions de dollars comme garantie pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle la petite entreprise congolaise qui peut avoir 2 millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 territoires qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État comme l'opération rétrocommission. Donc vous comprendrez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de décès en eau potable à quel taux, on ne nous dit pas, on va réduire le chômage à quel taux, on ne nous dit pas. Donc vous allez comprendre que tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple de routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier, bien entendu, avec des traverses. Vous savez que le Belge a construit un réseau qui fait partir de son richesse à l'extérieur. De ce fait, donc, cette richesse-là, ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains, les désenclavements c'est le fleuve, ou l'eau, ou la rivière, ou les désenclavements c'est la rivière. Donc la grande mobilisation devrait être. Mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation des recettes vantées, le taux de croissance même le plus élevé de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je dois être très bref et sommaire, vous voyez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans les côtés économiques. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action mondiale, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions, des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave.
Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde le sait, qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due, au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai des situations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration des climats des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration des climats des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs privés. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès du climat des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que j'ai dit dans l'économie, ce sont les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation, mais nos enfants, qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber tout. Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité du danger et prendre son avenir en main. Une jeunesse en planiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 70% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela qui doit prendre une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution déjà réfléchie. Il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuit. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi
vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Ouais. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Oui. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés. Vous aurez quelle qualité de l'éducation des enfants? C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également comment on traite les nouvelles unités. Les enseignants de nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on donne, qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin que devons prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut voir. Et là, je vous ai parlé de matériel didactique, des salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire,
Comment lire en langue nationale et en langue officielle? Comment calculer? Les autres, même s'ils ne terminaient pas les études, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'aux secondaires. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire que 2e secondaire dans cette version. Considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte qu'un enfant, même s'il ne va pas continuer, il va métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai pris des émissions pour exiger à l'État de payer ces enseignants. Donc, on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire les budgets d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public? Comment exécuter un marché public? Quelles sont les conditions? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans le domaine des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Badin. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté. On n'a pas associé les populations locales qui vivent. Qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Lorsqu'on a donné ces contrats, a été donné en violation de la loi, les contrats ont été donnés, les marchés ont été donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien régime, il y a la ministre Mumba des portefeuilles qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonais, qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le budget du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à rafler les caisses de l'État, pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc chaque source d'argent, les Congolais doivent être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc je viens de vous dire que l'État congolais aura 30%,
Et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais ce qui est scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire ce qu'on appelle l'appel d'offres internationale, c'est-à-dire la mise en concurrence pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres internationale, c'est comme un client de les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports à eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les actionnaires de cette société-là. Donc, vous avez compris qu'il y a une soupçon de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port à eau profonde de Banana, la recherche que nous avons menée commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Et qu'un débat soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde de Banana posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc, les points posés en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'est un contrat déhonnête pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir, comme nos frères du Bas-Congo pensent que les ports à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. De règles de bradage ont été données. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience. Il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yahi, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi, le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 427 millions de dollars. Et sur les 427 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 427 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports des synthèses publiques. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 427 millions de dollars. Alors que le peuple congolais
est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, 1. que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours, pour savoir les 425 millions de dollars ont fait quoi et sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations de marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Le projet de 100 jours, l'affaire des 100 jours.